Exactement, on va parler de la catastrophe écologique de l'été. Non, ce n'est pas la canicule, mais la démission surprise du ministre de l'Environnement, Nicolas Hulot. Alors qui pour le remplacer? Remaniement ou pas remaniement? Sans parler de l'affaire Benalla qui n'en finit pas. Avec nous, avec vous, Corinne Lepage, ancienne ministre de l'Environnement. Bonsoir. Bonsoir. Mickaël Darmon du service politique d'Europe 1. Bonsoir à tous. Et le youtubeur Hugo Travers qui tient la chaîne Hugo Décrypte. En 2 mots, juste comme ça, c'est quoi Hugo Décrypte? C'est une chaîne YouTube qui vise à parler d'actualité sur les réseaux sociaux, tout simplement. On va commencer par ce coup de tonnerre en direct mardi sur France Inter. Je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma vie. Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement. Corinne Lepage, vous étiez ministre de l'Environnement sous Jacques Chirac. Est-ce que c'est un job intenable en France? Ou alors est-ce que Nicolas Hulot est spécialement fragile? Non, c'est un job très difficile. C'est difficile de comparer il y a 20 ans et aujourd'hui. D'abord, le périmètre du ministère est plus du tout le même. Et deuxièmement, la difficulté de l'exercice est beaucoup plus grande. Parce que les enjeux sont infiniment plus lourds. Mais vous étiez déjà les gens qui emmerdaient tout le monde et qui empêchaient de tourner en rond. Je l'ai dit d'une manière assez claire. Le ministère de l'écologie, il coûte cher et il ne rapporte pas tout de suite. Sauf que ça, c'est une manière stupide de voir l'économie, mais c'est comme ça qu'elle est vue. D'accord. Donc j'en reviens à ma question. Est-ce que c'est un job intenable en France? C'est un job très difficile. Personne ne veut de quelqu'un qui coûte beaucoup et qui ne rapporte rien. Oui, mais ça rapporte quelque chose, c'est que ça rapporte la possibilité de vivre dans le futur, ce qui est quand même pas tout à fait négligeable. Je suis d'accord avec vous, qui ne rapporte rien en termes politiques. Bon. Et puis deuxièmement, c'est vrai que tout le monde n'est pas écolo en France, c'est une évidence, mais tout le monde comprend que, ce qui s'est passé cet été sur le plan climatique, j'entends, alors je ne confonds pas la météo et le climat, mais quand même, est gravissime. Et de yeux, tout le monde se rend bien compte qu'il y a des problèmes de santé qui sont liés à la manière dont on mange, à ce qu'on respire, à ce qu'on boit. Voilà. Et ça, c'est universel, tout le monde le comprend. Donc c'est un sujet qui est politiquement très important. Est-ce que vous-même, quand vous étiez en poste, vous avez été tenté souvent de démissionner parce que vous vous rendiez compte que les arbitrages n'étaient pas faits en votre faveur? Non. Une seule fois, où j'ai été voir Alain Juppé, j'ai dit je ne suis pas d'accord, je ne signerai pas le décret de redémarrage de Creil-Smallville, je suis prête à démissionner. Et Creil-Smallville n'a pas redémarré. Hugo Travers, que vous inspire cette démission et comment vous l'avez, puisque c'est votre terme, décrypté? Non, ce qui est compliqué à mon avis, c'est que là, au cours de la semaine, on a beaucoup parlé du coup de la démission de Nicolas Hulot, de la personne, est-ce qu'il était fragile pour être trop fragile pour être au ministère, etc. Et au final, du coup, je pense que ça a un peu éclipsé le débat qu'on doit avoir sur l'écologie et sur l'environnement en tant que tel. Parce qu'il n'y a pas qu'une solution en matière d'environnement, il n'y a pas qu'une seule politique possible, il y a plein de façons de le faire. Et à mon avis, ce qu'on a vu surtout, c'est qu'il y avait une différence entre la politique que souhaitait mener Nicolas Hulot et la politique que souhaitait mener le gouvernement. Et c'est dommage qu'en fait le débat se soit focalisé sur Nicolas Hulot en tant que personne, les fragilités, etc. et non pas sur le réel débat derrière et la politique. J'en parlais avec Corinne Lepage parce que j'avais la chance d'avoir quelqu'un qui avait été ministre et à ce poste, mais sinon le débat, il a été sur le poids des lobbies. On a vraiment été, en tout cas ici, Europe 1, totalement sur le fond. Il a été, mais il a été aussi éclipsé assez rapidement par d'autres polémiques, par d'autres choses. La phrase de Macron sur les Gaulois réfractaires, etc., qui au final ont fait un peu oublier les détails sur Nicolas Hulot et sur l'environnement. Elle était volontaire. Juste un mot, vous qui êtes un fin connaisseur, Mickaël Darmon, de la politique, elle était volontaire, la phrase de Macron sur les Gaulois, pour faire oublier Hulot? Ce genre de phrases, en général, chez Emmanuel Macron, depuis qu'il les prononce, elles sont volontairement prononcées, mais ça n'est pas le timing qui est volontaire. Ça, c'est évidemment la différence. Il était dans un autre monde, dans un autre schéma, et puis il avait aussi envie de dire des choses de manière plus générale. Pour revenir 30 secondes, effectivement, sur ce qui a été dit, et pour prolonger ce que dit Hugo, c'est vrai que Nicolas Hulot c'est vécu également comme le premier des lobbyistes. C'est-à-dire que lui-même l'a dit, on savait par des confidences que nous avions en tant que journalistes, mais ça a été validé encore il y a quelques jours, pas plus tard qu'hier, par Sébastien Lecornu, donc secrétaire d'État avec Nicolas Hulot jusqu'à présent, et qui disait, mais moi il me disait régulièrement, dit Lecornu, qu'il se vivait beaucoup plus comme un lanceur d'alerte que comme un ministre, et qu'au fond la politique publique qui pouvait en sortir de là n'était pas vraiment pour lui l'alpha et l'oméga. Il se vivait beaucoup plus, il est issu du monde associatif, donc quelque part il s'est beaucoup plus vécu comme un lanceur d'alerte, dixit ceux qui le connaissent et ceux qui le pratiquent, plutôt que comme un ministre pour lequel, apparemment, une fonction pour laquelle il n'a pas été prêt depuis le début. Corinne Lepage. D'abord, c'est facile maintenant de taper sur Nicolas Hulot.
Non, moi j'ai toujours dit la même chose. J'ai toujours dit la même chose. On n'est pas en train de taper sur Nicolas Hulot. J'entends bien, mais tout ce qui a été dit, il était trop fragile, il était ceci, il était cela. Oui, ses collègues se lâchent maintenant, c'est vrai. Hein. Bon, là où je ne partage pas ce qui vient d'être dit par Michaël Darmon, moi je ne mets pas sur le pied d'égalité des lobbies qui bossent pour des intérêts privés et des gens qui font des plaidoyers pour des intérêts généraux. C'est pas la même chose. Nicolas Hulot est inscrite au registre des lobbyistes. C'est normal. C'est normal puisque aujourd'hui on oblige tous ceux qui interviennent dans le débat politique à se faire enregistrer. Mais on ne peut pas mettre sur un pied, à mon sens, on peut tout défendre, mais on ne peut pas mettre ça sur un pied d'égalité. Alors, est-ce que le sujet est totalement celui des lobbies ? Il l'est pour partie, mais il l'est aussi sur les grandes orientations politiques, parce qu'on voit bien les limites du en même temps dans le domaine de l'environnement ou de l'écologie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être en même temps pour le nucléaire et pour le développement massif du renouvelable, tout simplement parce qu'on n'a pas l'argent pour faire les deux en même temps. Il faut bien comprendre ça, c'est pas possible. Mais on peut être pour le nucléaire et en même temps pour la chasse au CO2, pardon, pas au CO2. Oui, ça oui, on peut être pour le nucléaire. Il y a du en même temps, même avec le nucléaire. Et la chasse au CO2, oui, mais on peut pas dire, comme l'a fait encore Monsieur le maire ce matin, on peut faire les deux. Ce n'est pas vrai, c'est pas possible. On peut pas être pour le bio et en même temps pour les pesticides. On peut pas être pour l'interdiction des néocotinoïdes et demander des dérogations comme c'est le cas actuellement. Voilà, ça c'est pas possible, ça marche pas. Michaël Darmon. Mais il est vrai aussi que, une fois de plus, Nicolas Hulot est tombé sur le télescopage classique du développement économique face à l'écologie, du renouvelable face au nucléaire, et de toutes ces catégories qui, a priori, paraissent absolument irréconciliables de ce point de vue-là. Et il a compris à un moment donné, bon, il a mis quand même 15 mois pour le faire, mais il a tenté peut-être, mais il a compris qu'effectivement, c'était très compliqué. Hugo Travers. Non, ce qui est évident aussi, à mon avis, c'est que pour lui, d'un point de vue personnel, ça semblait de plus en plus difficile de rester au gouvernement tant ses idées semblaient incompatibles avec la ligne qui était portée par le gouvernement et par Emmanuel Macron. Donc il n'aurait pas pu, même lui pour le long terme, c'est un combat qui, je pense, il va continuer à tenir pendant longtemps. Ça aurait été très difficile pour lui d'assumer d'être resté pendant 5 ans au sein du gouvernement et puis au bout des 5 ans dire effectivement on a raté mais moi je vais continuer le combat à côté. Donc à un moment donné il fallait une certaine cohérence entre ses idées et la façon dont c'était mis en œuvre et donc c'était assez logique de quitter le gouvernement. La raison pour laquelle ça a été vécu comme un séisme, tsunami le mot est trop fort, mais c'est qu'il y a une dimension politique et lui-même l'a dit, il n'a pas respecté le protocole, c'est qu'il n'a prévenu personne et il a annoncé sa démission en direct sur une radio. Ça vous fait sourire Corinne Lepage? Parce qu'il y a aussi cette dimension-là. Oui, alors aujourd'hui dans le JDD on dit qu'il l'avait dit sans le dire tout en le disant au président de la République. Moi j'en sais rien, j'y étais pas, personne n'y était. Bon, je pense que c'était quelque chose qui était si difficile pour lui, il avait dû déjà essayer de le faire plusieurs fois, il n'y était pas arrivé, il s'était fait rattraper par les bretelles et là il voulait vraiment le faire et je pense qu'il s'est dit je me lâche parce qu'au moins ce sera irrémédiable, irréversible. Mais donc là, pardon, on est obligé de parler de sa personne parce que c'est, à ma connaissance, c'est le seul ministre dans l'histoire de la 5e République qui a démissionné en direct, Michaël Darmon. Écoutez, le pointage qui a été fait après sa démission, comme donné déjà depuis quelques mois, donc bien avant qu'il démissionne, il a menacé une dizaine de fois de démissionner. Donc quelque part, ça vaccine. À un moment donné, on n'est pas toujours en alerte. C'est quand on crie au loup, plus personne ne le croyait. On n'est pas toujours en alerte quand Nicolas Hulot dit je vais partir, puisqu'il le disait tout le temps. Donc à un moment donné, ça s'est fait, et puis tout le monde savait à Matignon, à l'Élysée, qu'un jour il partirait, on ne sait pas comment, mais ce qui était certain, c'est qu'il allait partir. Mais alors si tout le monde savait, comment se fait-il que le séisme ait fait tant de vagues ? Parce que c'est une personnalité d'abord importante, parce qu'il le fait à un moment sensible donc de la vie politique, c'est la rentrée. C'est la rentrée politique. On sait déjà que l'été a été un peu compliqué, que la rentrée est sensible, que les considérations budgétaires ont évolué et que pour le coup, le gouvernement perd quelqu'un et oblige Macron à subir un agenda, alors qu'en général, il aime bien plutôt le maîtriser. D'un mot, Corinne Lepage, vous avez un sourire bienveillant, je vous sens presque admirative. C'est-à-dire qu'il l'a fait, comme vient de le dire Michaël Darmon, il a complètement raison, et il remet en cause en fait un équilibre délicat de la composition du gouvernement fondé sur ce en même temps. C'est-à-dire avoir en même temps Nicolas Hulot et M. Travers dans le même gouvernement. Donc pour trouver l'équivalent, ça va être difficile. Et deuxièmement, il le fait à un moment où il y a des choix très importants dans le portefeuille de Nicolas Hulot qui sont à faire, et en particulier celui de la programmation pluriannuelle de l'énergie qui devait sortir en juillet, qui n'est toujours pas sorti aujourd'hui et qui va décider notre politique énergétique pour les années à venir. Et vous savez qui va le remplacer ? On en parle juste après. 18h, 20h,
votre grand journal du soir avec Philippe Vandel sur Europe 1. Cette année, pour couvrir les livres, plus aucune excuse. Il y a le kit Plio Handicap International. C'est simple, pratique et à la portée de toutes les mains. Sauvage, momifié, magique, chevaleresque, cosmique. Avec le kit Plio Handicap International, pas besoin de ruban adhésif ni de ciseaux. Plié, collé et hop, c'est emballé. Pour chaque kit Plio acheté, 1 € bénéficie directement aux actions de Handicap International. Soch présente. T'as vu la nouvelle offre Soch Internet à la maison? Ah ouais, une box sauce, une box sauce, une box socks. Oh là là. Te fatigue pas, ça s'appelle la boîte Soch. Ah bah oui, c'est simple. Et sans engagement. La boîte Soch, c'est Internet à la maison sans engagement et sur le réseau Internet Orange. Jusqu'au 7 septembre, à partir de 9,99 € par mois pendant 1 an, puis 19,99 € par mois. Et vous, quand est-ce que vous pâchez ces choses? Promotion valable en métropole pour toute nouvelle souscription à un forfait ADSL 19,99 € par mois sous réserve d'éligibilité. Frais de résiliation de 50 €. Conditions sur soch.fr. Jusqu'à 20h, on débat dans votre grand journal du week-end avec vous, Philippe Vandel, et vos intervenants. N'hésitez pas à réagir sur europe1.fr. Vos commentaires, vos observations sont les bienvenus aussi sur les réseaux sociaux. Rendez-vous sur notre page Facebook et sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Nous sommes avec Corinne Lepage, ex-ministre de l'Environnement sous Jacques Chirac, Hugo Travers, blogueur, Michael Darmon de la rédaction du service politique d'Europe 1. La question est toute simple. Je me tourne vers vous, Michael Darmon, parce que je vois que vous recevez des SMS perpétuellement. Qui pour remplacer Nicolas Hulot? On sait désormais que Daniel Cohn-Bendit a refusé le job. Eh bien ça, c'est déjà la première information. C'est qui ne va pas rentrer donc, à ce poste-là. Et donc ça va reposer la question, est-ce qu'on va sur un remplacement ou est-ce qu'on va sur un remaniement beaucoup plus large? Déjà, première question, Corinne Lepage, avez-vous été contactée? Non. Bim. Mais non. Auriez-vous dit oui si on vous non. avait contacté? Et je l'ai dit tout de suite. J'ai dit tout de suite parce que des questions ont été posées, que j'étais pas candidate. Et je ne suis pas candidate. Pour 2 raisons. La première, c'est qu'il y a un problème de fond, et notamment sur le nucléaire, où je ne suis en parfaite contradiction avec l'option du gouvernement. Donc, moi, je ne peux pas aller... L'option étant de faire durer les centrales. Non, si j'ai bien ça, suivi. c'est rien. Ah. Ça, c'est pas grave. Ah bon? Non, c'est pas le plus grave. Qu'est-ce qui est grave? De vouloir faire 6 nouveaux EPR, c'est ce fameux rapport... de lancer l'EPR? Ouais, de ce nouveau rapport qui est sorti, qui n'est pas communiqué au public, du reste qui est tout à fait anormal. Il n'a pas été communiqué, on a juste une petite synthèse de rien du tout, qui prévoit de faire 6 EPR alors qu'on n'est même pas foutu d'en finir un. Ouais. Bon, voilà, donc ça déjà, c'est pas possible. Et puis deuxièmement, l'orientation que j'ai prise maintenant, c'est celle de travailler avec la société civile sur le droit, parce que ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, c'est entre la société civile et la justice. Ce sont les procès climatiques, il y en a 1000 dans le monde. C'est ce qui s'est passé avec Monsanto en Californie. On l'a vu, un seul tribunal a plus fait fléchir Monsanto que toutes les actions politiques des pays européens. Moi, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que je ne veux pas aller dans un gouvernement. Hugo Travers. Ce qui était intéressant, à mon avis, avec Nicolas Hulot, c'était l'idée d'avoir un ministre qui, effectivement, un ministre, son rôle, c'est de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière d'environnement, évidemment. Mais ce que je trouvais intéressant avec Nicolas Hulot, c'était que ça dépasse ça et que ce soit une figure qui soit connue de l'intégralité ou la quasi-intégralité de la population et qui puisse porter, en fait, ce message, ces questions d'environnement auprès de la population. Évidemment, c'est pas le rôle premier d'un ministre, mais c'est quand même une dimension qui me paraît très importante sur un sujet aussi précis. Ah bah tiens, justement, alors on sait que ce ne sera pas Corinne Lepage, on sait que ce ne sera pas Daniel Cohn-Bendit, et Hugo Travers le dit, il faut une figure qui soit connue. Donc, Michael Darmon, je me tourne à nouveau vers vous. Qui? Ça, on est bien payé pour savoir qu'avec déjà Macron, quel niveau, et avec beaucoup peut avoir le niveau, mais la question est de savoir quel est le rôle que l'on va donner à ce ministre. Est-ce qu'il va avoir un rôle de faire une politique publique dont on vient de comprendre qu'elle est effectivement très complexe, parce qu'au fond Emmanuel Macron n'est pas exactement un président qui a envie de verdir la politique, ou est-ce qu'il va falloir se projeter vers les échéances à venir, c'est-à-dire les élections européennes? Moi, ce qui me frappe plutôt depuis quelques jours, c'est à quel point au fond la vie politique française se joue en plein air. Nous avons un Nicolas Hulot qui est parti démissionner à la radio. On a eu un Emmanuel Bern qui est venu pousser un cri d'alarme. Stéphane Bern. Emmanuel Bern, c'est un philosophe. C'est pour ça, pardonnez-moi. Donc effectivement, Stéphane Bern, pourquoi pas. Lui était à l'antenne et sur les ondes pour dire effectivement attention, l'État me lâche, je vais partir. Et puis voilà, Daniel Cohn-Bendit qui depuis ce week-end a pratiquement négocié en direct à travers les médias sur
une entrée au gouvernement. Donc on a aussi, c'est le résultat de ceux qui viennent de la société civile, comme on dit. Emmanuel Macron dit je vais changer les usages et les visages. Et bien voilà, eux ils se comportent de manière totalement différente. Oui, ils ne respectent pas la manière de travailler des politiques traditionnelles, qui est le silence. Souvenez-vous, Frédéric Mitterrand, il s'était autonomé à la télévision à Villa Médicis à Rome en disant je vais entrer donc au gouvernement comme ministre de la Culture. Hugo Travers puis Corinne Lepage. Il y a une idée qui a ressurgi là depuis la démission de Nicolas Hulot et qui était notamment apparue au moment de la nomination du premier gouvernement avec Édouard Philippe. C'est l'idée d'un vice-premier ministre qui soit dédié à l'écologie. Et c'est quelque chose qui est ressorti là il y a quelques jours. L'intérêt il pourrait être double. D'abord évidemment de montrer que l'environnement c'est un sujet important qui doit être porté au sein du gouvernement. Mais je vous interromps, Michael Darmon dit qu'au fond de lui-même, le président Macron ne veut pas verdir la politique. C'est la question. On est sur ce paradoxe-là ou est-ce que je me trompe ? C'est vrai. Non, mais c'est bien sûr que ce serait très bien, sauf que si c'est pour avoir simplement une image, ça va être encore pire. Là où le président de la République a un vrai souci, c'est qu'il a voulu faire de la France un pays exemplaire en matière environnementale dans la lutte contre le changement climatique. Make the planet great again. Exactement. Pardon pour l'accent. Donc, ça peut pas être n'importe quoi, n'importe comment. Il a besoin d'afficher une politique environnementale vraiment très forte. Et donc, la personnalité qui doit être choisie, c'est à mon avis toute la difficulté de l'exercice, elle doit être puissante, elle doit représenter quelque chose, mais il faut qu'il y ait une négociation sur pour faire quoi. Mais vous avez des noms ? Parce que là, c'est le mouton à 5 pattes. On cherche le mouton à 5 pattes. Aucun la nom. question à partir de maintenant où Daniel Cohn-Bendit n'est plus dans la course, c'est quel est le périmètre de ce remaniement ? Est-ce qu'il va falloir changer, démanteler cet immense territoire qu'est le ministère de l'Environnement avec les transports, avec l'économie sociale et solidaire, pour le donner à plusieurs personnes ? Ou est-ce qu'ils vont pouvoir retrouver une personnalité capable d'endosser et le territoire et le titre de ministre d'État ? C'est ça, aujourd'hui, maintenant, la grande difficulté. C'est l'équation qui est sur la table depuis le début. Daniel Cohn-Bendit pouvait avoir, on verra si c'était pas finalement à l'heure, pouvait éventuellement récupérer l'ensemble, mais aujourd'hui, peut-être va-t-il falloir redévelopper. Et à ce moment-là, on est dans la logique d'un remaniement. Un remaniement, on pense que ça commence de manière facile. C'est un peu comme chez le dentiste, hein, on sait à quelle heure on arrive, on ne sait pas quand on sort. Vous savez quoi ? Moi, je sais quand on se retrouve. Juste après ça, on va parler du remaniement. Bonjour, c'est Raphaël Duchemin. Je vous donne rendez-vous dès 12h30 tous les jours sur Europe 1. Au menu, un grand journal et dès 13h, 60 minutes pour découvrir ensemble les entreprises, les territoires, les hommes et les femmes qui font bouger la France. Raphaël Duchemin. 12h30, 14h. Votre rendez-vous info de la mi-journée sur Europe 1. Alors à demain. Et si on assurait son mobile avec Orange ? Moi, avec Orange, j'ai trouvé pour mon fils un mobile à petit prix et sans engagement. Moi, en plus, avec Orange, son mobile est assuré en cas de casse, vol ou s'il prend l'eau. Pareil, et moi, ça me coûte seulement 2,99 € par mois. Ah, pour une fois que tu assures. Oh. Avec l'assurance 24 heures mobile, votre mobile est assuré à partir de seulement 2,99 € par mois et Orange le remplace en 24 heures. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Assurance du mobile utilisée sur la ligne Orange. Engagement 12 mois, contrat d'assurance souscrit par Orange auprès de Cardiff. Conditions en boutique et sur orange.fr. Ça va ma chérie ? Tu t'en sors avec tous tes dossiers pour la rentrée ? Ouais, vu le nombre de documents à imprimer, ça va me coûter une fortune en encre. Mais non, fais comme nous. Avec ton père, on a pris un abonnement HP Instant Ink. Maman, j'ai pas de sous pour ces trucs-là. Mais c'est gratuit. Avec HP Instant Ink, tu te fais livrer tes cartouches à domicile et tu peux imprimer gratuitement jusqu'à 15 pages par mois. Gratuitement ? Je viens de te le dire. Ah ouais, toi et papa, c'est Huggy les bons tuyaux, en fait. Avec HP Instant Ink et les imprimantes HP, imprimez gratuitement jusqu'à 15 pages par mois. Pour en savoir plus, rendez-vous sur hp.com/instantink. De 18h à 20h, c'est votre grand journal du soir, emmené par Philippe Vandel. Suite et fin de notre débat, on fait un dernier tour de table, Philippe. Exactement, parce qu'il y a des gens qui sont eux-mêmes en train d'essayer de constituer des tours de table, et c'est pas facile. J'en parle avec Corinne Lepage, avec Hugo Travers, et avec vous, Michael Darmon. Le tour de table, c'est celui du Conseil des ministres. Il y aura un Conseil des ministres mercredi, il y aura un gouvernement mardi, nous a annoncé le porte-parole du gouvernement, mais y aura-t-il un remaniement ? Ou simplement, Nicolas Hulot sera remplacé poste pour poste, selon vos informations. Selon les informations qu'on a depuis plusieurs jours, les deux options se cherchent. Si une personnalité aussi importante que Daniel Cohn-Bendit ou autre était capable de pouvoir prendre cet immense ministère qui a été fait sur mesure pour Nicolas Hulot, avec titre également de ministre d'État, et dans le protocole gouvernemental, place de numéro 3 du gouvernement. Donc c'est quand même une personnalité importante. Soit cette personnalité est trouvée, maintenant on sait que ce sera quelqu'un d'autre que Daniel Cohn-Bendit,
Cohn-Bendit, soit il y a, je dirais, un redécoupage du périmètre gouvernemental. Ce qui me frappe en ce moment, c'est qu'on est dans cette séquence d'un remaniement, c'est-à-dire le temps est suspendu, est vitrifié. Vous avez les ministres qui changent tout leur programme. Monia Majoubi devait aller secrétaire d'État au numérique en Israël. Le voyage est annulé. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, devait faire une conférence de presse demain sur le bilan. Elle a été annulée il y a 1 heure. Donc on voit bien qu'effectivement, le temps est suspendu et tout le monde est un peu vitrifié parce qu'on ne sait pas, ils ne savent pas s'ils sont vivants, professionnellement parlant, dans quelques jours. Hugo Travers. Alors malheureusement, contrairement à Michael Darmon, je n'ai pas d'indiscret ou d'informations en coulisses, mais il y a quand même des éléments qui me semblent intéressants, et notamment le fait que Emmanuel Macron pourrait avoir envie d'anticiper d'éventuelles avancées judiciaires sur un certain nombre de ministères. Je pense notamment, même surtout à 2. D'abord Françoise Nyssen. L'idée serait d'anticiper une potentielle mise en examen, on le sait, sur la rénovation de ces locaux d'Actes Sud. Mais aussi Muriel Pénicaud sur l'affaire Business France, qui est aujourd'hui placée sous le statut de témoin assisté. Autrement dit, elle est mise en cause dans une affaire, mais avec des charges qui sont moins lourdes qu'une personne mise en examen. Effectivement, sur ces 2 sujets, il pourrait y avoir potentiellement, évidemment rien n'est sûr, mais il pourrait y avoir potentiellement une avancée de la justice sur ces sujets-là. Et donc peut-être qu'Emmanuel Macron pourrait anticiper ça et maîtriser l'agenda politique en faisant un remaniement dès maintenant. Mais ce serait très compliqué à expliquer, à justifier politiquement, puisque la règle qui a été posée, c'est tant qu'il n'y a pas de mise en examen, il n'y a pas de mouvement. Donc pourquoi y aurait-il un mouvement avant qu'il y ait une mise en examen? Donc ça, ce serait difficile à expliquer. Après, dans les signes, puisqu'on regarde toujours les signes, Françoise Nyssen, qu'on aime bien dire, voilà, qu'elle va partir, qu'elle pourrait partir. Mais elle est quand même partie au Danemark avec le président de la République. Donc ça veut dire que concrètement, elle est dans son avion et sur toutes les photos. Quelqu'un qu'on veut débrancher, est-ce qu'on l'emmène en voyage présidentiel? Ça, la question se pose. Si Françoise Nyssen n'est plus là mercredi, ce serait d'une incroyable perversité politique. Ce serait une incohérence pour le moins. Et puis, et sans aller jusque-là, peut-être au moins une incohérence. Une autre information qui m'a frappé, parce qu'on parlait comme ça dans les couloirs de la radio, je raconte des secrets, c'est vous disiez, il y a des enquêtes qui sont faites en ce moment maintenant sur le patrimoine des gens. Parce que si on nomme des gens de la société civile, ils ne peuvent pas arriver comme ça ex nihilo. Oui, absolument. Et c'est aussi la raison pour laquelle ça prend plus de temps que prévu aujourd'hui. C'est que les nouveaux entrants, éventuellement, s'ils ne sont pas passés par le tamis de la vérification de sécurité, eh bien, ça prendra le temps qu'il faudra. Et si, au cours de la vérification, on s'aperçoit qu'il y a une mezzanine qui a été faite un peu vite ou une bibliothèque qui a été agrandie un peu rapidement, eh bien, hop, il sort du jeu. Donc, là aussi, c'est une donnée nouvelle. Corinne Lepage. Oui, mais sur le plan, tout ça est possible. Sur le plan politique, la vraie question, c'est celle que pose Michael Darmon, c'est-à-dire, est-ce qu'on garde un ministère de l'écologie gigantesque, avec l'énergie, avec les transports, avec une partie de l'équipement, avec les routes, etc., et donc un ministre ayant un gros poids politique, ou bien est-ce qu'on dépaisse et on fait des ministères de moindre importance que l'on donne à des personnalités de moindre importance, et à ce moment-là, c'est un changement politique. Pardon de cette question, avec l'expérience politique qui est la vôtre, qu'est-ce que vous sentez venir ? Oh, moi, je ne sais pas. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Je ne peux pas vous dire. Mais je pense qu'ils cherchent. Mais vous travaillez avec des associations. Vous travaillez très souvent. Vous êtes au contact. Moi, je vais vous dire, mais j'ai pas le temps d'expliquer. Mais je pense que l'écologie a fait une très mauvaise affaire dans la nouvelle organisation. Que c'est en fait l'équipement qui a absorbé le ministère de l'écologie, même s'il s'appelle écologie. Vous avez une direction des routes, vous avez une direction de l'aviation civile, vous avez une direction du climat. Vous avez une direction des risques, vous n'avez pas de direction de l'environnement, ça n'existe pas. Bon. Donc moi, je serais pour une autre organisation, c'est-à-dire que l'énergie reparte à l'industrie, parce que finalement, elle y serait mieux, et qu'on ait un ministère de l'écologie qui soit centré sur les ressources et la santé, c'est-à-dire la santé publique, prévention, toutes les ressources, les risques et la consommation. Et là, on aurait quelque chose qui serait cohérent. Vous voyez, mais d'une autre nature, hein, c'est pas la même chose. Mais je pense que ce serait beaucoup plus cohérent et pour le ministre, finalement, beaucoup plus efficace dans son action. C'est vrai, mais dans ces moments-là, parce qu'un remaniement, c'est aussi un dosage extrêmement subtil. Toujours, ce sont des tiroirs qu'on ouvre, des boîtes de Pandore qui s'ouvrent à chaque fois. Si on déplace quelqu'un qui est un ministre qui est une femme, alors on dit il faudra faire remplacer en trouvant une femme. La sensibilité, la provenance régionale également, ce sont des considérations qu'on a
pas toujours en tête. Il faut remplacer un Breton par un autre Breton. Mais ce sont des considérations que l'on n'a pas toujours nous en tête, mais qui dans le dosage de la composition d'un gouvernement, parce que c'est aussi une équipe politique qui ensuite va aller faire les têtes d'épingle de la politique du gouvernement, et puis surtout préparer les élections. Donc il y a ces données-là. Mais juste très rapidement, moi, ce que je comprends également de ce week-end, qui est un peu particulier, c'est qu'il y a aussi une autre préoccupation qui peut-être prend plus de place dans la tête aujourd'hui du président et du Premier ministre que le remaniement, c'est la retenue à la source, qui est le véritable dossier explosif pour les Français. Évidemment, et vous voyez ça comment, vous ? Que vous disent vos informations? Il y a une réunion mardi. Je comptais sur vous pour me dire ce qui allait se décider mardi. Ça va être difficile parce que je ne serai pas dans la réunion, mais en tout cas, mardi, il y a effectivement cette réunion qui est cruciale. Et ce que je crois comprendre, c'est que le ministre du Budget, Gérald Darmanin, a décidé d'entrer dans une course contre la montre et de faire changer d'avis un Emmanuel Macron qui serait enclin justement à annuler cette réforme ou moins la reporter. Et comme disait Jacques Chirac, les emmerdes, ça vole en escadrille. Il y a eu l'affaire Benalla, je ne vais pas revenir dessus. Et quand ça veut pas, ça veut pas. Une petite nomination qui devait passer inaperçue, qui crée la polémique. L'écrivain Philippe Besson, nommé consul de France à Los Angeles. Est-ce que vous voyez ça comme la République des copains, ou est-ce que vous dites non, c'est la tradition française que de nommer des écrivains à des postes diplomatiques tels Romain Gary ou Jean-Christophe Ruffin? Oui, enfin Romain Gary, il était diplomate de formation. C'est vrai. Pas du tout la même chose, excusez-moi. Mais c'est l'argument qui avait été avancé, c'est le premier nom qui avait été cité. Mais c'est pas du tout la même chose. On pourrait dire Saint John Perse aussi, d'ailleurs, qui était dans le même cas. Je pense que ce qui a été choquant, c'est outre la proximité, c'est le fait que le Quai d'Orsay est au pain sec. C'est-à-dire qu'on parle d'une réduction considérable des moyens de nos ambassades, du nombre de postes, etc. Et donc, effectivement, et j'ai vu qu'il y avait un recours d'ailleurs qui était lancé par un des syndicats, le fait de nommer dans une période de vache maigre une personnalité extérieure qui vit très bien et qui n'a pas besoin de ça pour vivre, je pense que ça pose un problème en dehors même de la personnalité incriminée. C'est un consulat dit d'influence, et il y a eu la volonté de mettre aussi quelqu'un qui connaît parfaitement la région, la ville et toute la vie culturelle de Los Angeles. Peut-être est-il opérationnel. Hugo Travers, vous avez décrypté les livres de Philippe Besson d'un mot, parce qu'on a fini. Non, effectivement, par contre, la CFDT, en l'occurrence, on l'a vu, conteste cette décision et cette nomination, et ça pourrait du coup évoluer. Et en 2012, il y avait déjà des nominations de ce type qui avaient été annulées, donc il faudra voir l'évolution dans les jours à venir. Merci beaucoup Corinne Lepage, merci Hugo Travers, merci Mickaël Darmon. On vous retrouve Mickaël demain à 6h45 avec Mathieu Noël. Nous, on a presque terminé. Dans un instant sur Europe, vous retrouvez Europe 1 Sport avec Lionel Rousseau. À samedi, salut.